Bonjour à toutes et à tous, on arrive au terme de ces rencontres du développement durable 2021 intitulées Faisons 2030 dès 2022. On en a parlé pendant 3 semaines, 10 journées thématiques. Celle-ci est co-organisée avec SCP Business School et tout au long de ces rencontres du développement durable, nous avons été accompagnés par l'un de nos grands mécènes, PwC, et j'ai la chance de pouvoir accueillir pour ce grand entretien Patrice Moreau, tout nouveau président de PwC France et Maghreb, qui a été élu en juillet 2021. Patrice Moreau, bonjour, j'espère que vous êtes bien connecté avec nous. Bonjour, très bien, et j'espère que moi je vous entends très bien, j'espère que vous m'entendez bien. Ça marche très bien, merci beaucoup. Je vais vous présenter brièvement, je disais à l'instant que vous veniez d'être élu cet été président de PwC en France et au Maghreb, que vous avez été associé de ce cabinet dès 2002 avec une carrière au plus proche de l'industrie financière, notamment dans le domaine très particulier de la gestion des risques. Et pour cette journée sur le monde d'après, appréhender les risques était absolument essentiel. Donc ça avait beaucoup de sens de pouvoir vous associer à cette réflexion dans la forme de ce grand entretien. Je rappelle à celles et ceux qui ne connaîtraient pas PwC que votre entreprise effectue du conseil, de l'audit auprès d'autres entreprises, à la fois évidemment sur les normes financières, les normes comptables en particulier, mais aussi sur les normes extra-financières, ce qui nous permet de toucher aux 3 grands piliers du développement durable, les questions économiques évidemment, mais également tout ce qui touche au social et à l'environnemental. Et c'est sur cette présentation synthétique de votre métier et de votre fonction que j'aimerais commencer, puisque PwC vient d'adopter une feuille de route à horizon 2025 qui s'appelle la nouvelle équation, qui place les enjeux dits ESG, donc tout ce qui porte sur la gouvernance, le social, l'environnemental, au cœur de votre métier de conseil et d'audit. Ça fait parfaitement écho à notre journée dirigée en responsabilité, où on a eu l'occasion d'évoquer avec de nombreux dirigeants et dirigeantes d'entreprises ce que c'est que de pouvoir s'équiper de métriques, de capacités à piloter une transition. Et on a l'impression que c'est devenu un peu un must-have aujourd'hui maintenant pour les entreprises, pour les dirigeants en particulier, de savoir s'approprier ces sujets. Et j'aimerais comprendre en quoi est-ce que c'est devenu un must-have au point où l'un des Big Four de l'audit et du conseil se saisit à plein régime de ce sujet pour sa stratégie à horizon 2025. Merci beaucoup Thomas, et puis bonjour à toutes et à tous. Alors on a annoncé il y a à peu près maintenant 2 mois le fait qu'on a lancé une nouvelle stratégie au plan mondial qui s'appelle The New Equation, et qui est une réponse en fait à 2 enjeux totalement indissociables que sont créer la confiance d'une part auprès de toutes les parties prenantes, et puis mener également des transformations complexes pour des durables dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel, et ça n'a échappé à personne, et où les risques de disruption sont grandissants. Et notre plan stratégique, il se veut une réponse à ces 2 enjeux, qui sont les 2 piliers en fait de notre stratégie, avec des investissements extrêmement massifs, puisqu'on a parlé de 12 milliards, nous allons engager 12 milliards de dollars d'investissement dans les 5 prochaines années, notamment dans des offres de services essentiels du type ESG, donc tout ce qui est environnement, social, gouvernance, également la qualité, avec tout ce qui est des outils autour de l'audit de futur, et puis bien sûr le leadership et la technologie. Et quand on déploie en fait cette nouvelle stratégie au niveau de la France et du Maghreb, ça correspond à un plan d'investissement de 200 millions, là sur 4 ans, donc c'est un peu plus court. Là encore, sur des enjeux et des compétences qui sont tout à fait clés pour accompagner nos clients et pour créer de l'impact, parce que l'impact, ça consiste à contribuer, en tout cas pour nous, à la réussite économique des entreprises et donc des territoires. Et moi, j'ai une conviction, c'est que ce sont ces entreprises, les entreprises qui, dans cette période de mutation, permettent les changements et créent de la richesse. Leur rôle, en fait, leur rôle ne se réduit plus à produire simplement de la valeur financière, mais elles ont aussi une valeur sociétale et sociale, et c'est ce qu'attend d'ailleurs la société, les collaborateurs des entreprises et toutes les parties prenantes. Et vous le savez, le socle économique de nos territoires, il repose sur des entreprises qui sont de plus petite taille. C'est pourquoi nous avons choisi, nous, d'accentuer nos efforts sur les PME et les ETI, qui seront pour certaines les grands groupes de demain. Et nous abordons justement un des sujets de notre stratégie, c'est le développement et l'attractivité de nos territoires. Et on aborde ce thème, ce marqueur important sous en fait 3 angles. D'abord par le prisme des stratégies de long terme, c'est-à-dire pour avoir des résultats durables et pérennes,
il ne faut pas que ça soit uniquement des stratégies de court terme. Le deuxième, c'est l'angle des transformations, parce qu'à notre époque, qui est en mutation profonde, toutes les entreprises doivent se transformer et surtout se transformer de manière extrêmement rapide. Et je crois que la crise de Covid a montré qu'il y avait une accélération assez incroyable de la nécessité de se transformer. Et puis enfin, tout ceci a pour socle le développement durable. Merci beaucoup, Patrice Moreau. Vous parlez à juste titre, je crois, de cette accélération des mutations qui a eu lieu dans la période Covid. On l'a souvent entendu dire que c'était des éléments qui étaient déjà latents, les enjeux de durabilité, les enjeux de transition numérique aussi, et que cette crise nous a, façon accélérateur de particules, projeté dans un monde très différent. C'est d'ailleurs le thème de cette journée co-organisée par l'Institut Open Diplomacy avec CP Business School, de dessiner le monde d'après. Alors on est obligé de le dessiner à marche forcée. Et vous disiez à l'instant que vous travaillez pas seulement pour des grands groupes, mais aussi pour des plus petites organisations, des ETI, des PME. Je voudrais zoomer sur cet aspect-là, puisqu'on sait que le tissu économique français est composé en très grande majorité de ces organisations de petite taille ou de taille intermédiaire. C'est presque 99% des entreprises quand on compte en nombre d'organisations et en tout cas une très large partie de l'emploi. Quand on pense à PwC, qui est une marque mondiale, on pense évidemment à l'accompagnement de très grands groupes, dont ceux qui sont également soutiens des rencontres du développement durable. Mais fondamentalement, on sait que vous êtes présent dans tout le territoire et vous insistiez à l'instant sur cette dimension d'ancrage et d'accompagnement pour la vivacité économique et la durabilité de nos territoires. Comment est-ce que sur ces organisations de taille plus modeste, vous travaillez en matière de développement durable et de transition? Et je pose cette question de façon extrêmement naïve parce que pendant très longtemps, comme pour le bio par exemple, on disait en gros l'écologie c'est du luxe, c'est pour les grands, c'est pour les aisés, c'est pour les riches. Et puisque c'est vrai pour les particuliers, ça peut être aussi vrai pour les organisations. Est-ce que l'accompagnement que vous apportez à des entreprises de plus petite taille est adapté aussi à leurs enjeux à eux en matière de développement durable? Alors, oui, absolument, parce qu'on a aujourd'hui un éventail de compétences, une diversité d'expertise, qui fait et un ancrage aussi très régional, très territorial, puisqu'on est présent dans, je dirais, les principales métropoles et grandes villes, qui fait qu'on est capable d'apporter à ces entreprises toutes ces expertises. La force, en fait, d'un PwC aujourd'hui, c'est d'être une entreprise pluridisciplinaire. Donc, c'est d'être capable d'agréger tout un type de compétences, depuis des compétences de la stratégie à des compétences, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de l'audit, du juridique et fiscal. C'est aussi des compétences en termes de conseil en stratégie, conseil en management, conseil opérationnel, conseil en transaction, conseil autour de la technologie. Et donc, quand ces entreprises, ces ETI ont ce type de besoin, on est capable d'arriver avec on est un peu un one-stop shopping, hein, si je peux m'exprimer comme ça, où on leur apporte tout cet éventail de compétences dont elles ont besoin aujourd'hui. Et pour axer davantage peut-être sur le développement durable, je pense que ce dont elles ont besoin beaucoup plus que les grandes entreprises, c'est qu'une organisation comme la nôtre, qui a fait du développement durable, je dirais un peu un marqueur, parce que ça fait 30 ans nous qu'on a ces expertises chez nous, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on a découvert ou alors qui est un effet de mode. Ça fait 30 ans qu'on a des experts chez nous qui travaillent sur ce sujet. Et là où on peut aider ces entreprises, c'est à les aider à mieux comprendre justement tout le foisonnement des réglementations qui sont en train d'arriver en matière d'exigences sur ces entreprises. Et certaines petites entreprises ne se rendent pas compte finalement que même si elles ne sont pas directement concernées, elles le seront indirectement parce que des grands groupes ou des banques vont leur demander ou vont exiger d'elles des informations ou en fait vont exiger d'elles qu'elles se conforment à certaines de ces réglementations auxquelles les établissements plus grands sont concernés. Et donc nous on est là pour les aider à décrypter et à préparer, à rédiger, à définir leur stratégie et leur feuille de route. Voilà comment je résumerai rapidement le rôle que l'on peut avoir vis-à-vis de ces entreprises. C'est un rôle très prospectif et de défrichage qui permet d'aller de l'avant dans la transition sans la subir. On dit souvent d'ailleurs, je rappelle que vous venez vous-même du secteur de la gestion des risques et du contrôle dans l'industrie financière. On parle d'un risque de transition parce qu'effectivement on peut subir la transition en ayant des parties prenantes et pas nécessairement des autorités publiques qui demandent à ce qu'on se prépare à ça. C'est très important et là, on est vraiment dans le comment faire cette transition, qui est le sujet
de la journée et de l'ensemble de ces rencontres. Ce qui m'amène à ma troisième question, puisqu'il est assez impensable de réaliser l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est-à-dire l'ensemble des objectifs de développement durable, sans associer le secteur privé. On l'a démontré, redémontré, redémontré au cours de l'ensemble de ces rencontres du développement durable, et la présence de PwC en est une preuve additionnelle. Et en même temps, on ne peut pas embarquer le secteur privé dans cette transition sans lui donner des équipements solides pour pouvoir réaliser les objectifs que l'on peut se fixer en matière de réduction de notre empreinte environnementale. Et là, il y a un enjeu énorme de métrique, de capacité à mesurer son impact. Vous avez employé vous-même ce terme tout à l'heure en parlant de votre plan, la nouvelle équation. Cette capacité à mesurer ce que l'on fait, c'est aussi souvent la capacité à faire très concrètement. Et pour ça, il y a besoin de mesures qui soient comparables, de métriques qui permettent de nourrir une gouvernance, que ce soit vis-à-vis des investisseurs, vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis tout simplement aussi des autorités qui demandent des comptes, ou de clients avec lesquels on a besoin de parler la même langue, ou de fournisseurs avec lesquels on a parlé la même langue. Ces normes, elles sont en pleine discussion. Il y a beaucoup de foisonnement politique, administratif autour de ça. Vous-même qui êtes, si j'ose dire, les premiers utilisateurs de ces métriques en tant que conseil et audit pour pouvoir faciliter le pilotage des organisations, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'ensemble de ces normes extra-financières qui viennent compléter le système comptable dont on disposait déjà? Alors, déjà, je pense qu'il faut dire qu'on doit disposer d'indicateurs de performance élargis, parce que l'information publiée par les entreprises aujourd'hui à destination de leurs actionnaires, et plus largement d'ailleurs de l'ensemble de leurs parties prenantes, elle évolue. Je crois que ce qui est attendu aujourd'hui, et on le voit à travers des articles, on le voit à travers des conférences, on le voit aussi à travers de tout ce que l'Europe est en train de faire avec son Green Deal, ces sujets, c'est que toutes les parties prenantes attendent que ces entreprises rendent compte d'une nouvelle vision de la performance qui intègre pas uniquement des éléments financiers, mais aussi des éléments extra-financiers comme la gouvernance, l'éthique, la performance sociale ou la performance environnementale. Et sur cette notion d'élargissement de la notion de performance, moi j'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est effectivement l'élargissement aux critères extra-financiers. On observe aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui le demandent, et notamment des acteurs dans le capital investissement, qui prennent des décisions d'investissement aujourd'hui sur est-ce que je dois investir dans telle entreprise ou dans telle autre, sur la prise en compte d'évaluation de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et ce qui est compliqué aujourd'hui pour un certain nombre d'entreprises, c'est que, à défaut d'avoir une réglementation qui est en train d'être faite en réalité, elle n'est pas encore complètement, on voit bien que l'Europe a lancé, on voit que les États-Unis sont en train de se lancer aussi, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont en train de définir leurs propres critères, et notamment des acteurs du monde du private equity, du monde du capital investissement, et qui du coup imposent en quelque sorte, ont leurs propres critères qui sont imposés à des entreprises qui se retrouvent face à des multiples critères. Donc c'est très urgent de pouvoir déjà à un moment donné normaliser davantage, parce que sinon chaque investisseur va définir ses propres critères. La deuxième chose que je voudrais parler, c'est l'élargissement de la temporalité de ces critères. Aujourd'hui, les indicateurs de performance, ils sont donnés à un instant T, ils sont souvent tournés vers le passé. C'est le cas effectivement des indicateurs financiers, puisqu'on regarde en fait la performance financière passée. L'enjeu demain, ça va être de réussir à introduire dans les éléments de mesure de la performance des éléments qui sont prospectifs, mais aussi de trajectoire. Parce que ce qui est important dans la mise en place de ces critères extra-financiers, et notamment dans le fait qu'on demande aux entreprises d'aller vers des investissements ou des actifs ou un business model qui est plus tourné vers le développement durable, c'est de leur donner la possibilité d'avoir une trajectoire. On ne peut pas imposer du jour au lendemain de sortir de certaines énergies, par exemple. On ne peut pas demander à un groupe comme Total du jour au lendemain de dire non, ça y est, c'est terminé, on ne fait plus de pétrole. D'abord pour une bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, vous n'allez pas, vous ou ceux qui nous écoutent, arrêter de prendre la voiture. Il y a des millions de gens qui sont obligés de continuer à prendre leur voiture. On n'a pas aujourd'hui des solutions pour remplacer complètement tout ce qui est l'énergie fossile. Par contre, il faut pouvoir amener ces entreprises à aller vers une trajectoire, c'est-à-dire de montrer qu'elles sont en train de progresser. Et cette notion de trajectoire, elle est très importante. Et elle permet en fait, en définissant des indicateurs prospectifs, d'aller vers une analyse de la résilience de cette entreprise face à ces risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et en particulier le risque climatique,
ou l'adéquation entre la mission de l'entreprise et la dimension prospective. C'est très important. Voilà, je dirais en quelques mots comment mesurer ces investissements qui contribuent au développement durable. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez pointé la dimension réellement géopolitique de ce sujet et c'est pour ça aussi qu'on voulait vous associer à cette réflexion d'ensemble et conclusive des rencontres du développement durable parce que vous l'avez dit vous-même, il y a des batailles de normes entre, prenons le cas très concret de l'approche européenne, de l'approche américaine de ces sujets. On n'est pas sur les mêmes référentiels. Quand il y a une autorégulation des investisseurs qui définissent par eux-mêmes les normes, bien, on finit par avoir des référentiels hétérogènes et donc une complexité qui ralentit la transition, voire qui l'empêche. Si on zoome sur ce sujet vraiment géopolitique, la guerre n'est pas terminée, si j'ose dire, si tant est qu'on puisse parler de guerre, mais en tout cas, il y a vraiment des oppositions de systèmes normatifs. À Bruxelles, on développe une taxonomie en ce moment sur les actifs bas carbone, ce qui devra flécher les investissements vers des actifs qui ont l'impact recherché en matière de transition écologique et notamment de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Comment est-ce qu'un acteur comme PwC, qui est un acteur mondial, implanté dans de très très nombreux pays, je ne saurais pas donner le chiffre exact, mais rien que sur votre fonction qui couvre à la fois la France et le Maghreb, on comprend bien qu'il y a déjà une dimension transnationale. Comment est-ce que vous, qui êtes un acteur transnational, vous arrivez à contribuer à ce que ces systèmes de normes s'ajustent et qu'on évite d'être pris à partie entre 2 ou 3 ou 4 référentiels qui devraient pourtant ne faire qu'un pour qu'on puisse délivrer une bataille contre le dérèglement climatique? Alors, c'est un sujet qui est très compliqué parce que même une entreprise comme la nôtre, une entreprise mondiale avec près de 300 000 personnes dans le monde, on est quand même confronté à une situation d'enjeux géopolitiques et d'enjeux de souveraineté et d'économie. Parce que ça n'a échappé à personne, selon la manière dont vous allez par exemple donner ou définir les critères, on parle de la taxonomie. La taxonomie, vous l'avez dit, ce sont des critères qui visent à orienter vers une économie, les capitaux vers une économie durable. Mais quand vous définissez ces critères dans cette taxonomie, si par exemple demain vous dites ah ben le nucléaire, ça ne peut pas aller vers une économie durable, vous vous rendez compte que ça a des impacts économiques, géopolitiques absolument énormes. Il est évident par exemple que pour l'industrie, pour la France et même d'ailleurs pour l'Europe, l'énergie nucléaire est un enjeu capital. Et donc on voit que en fonction de la manière dont vous allez définir ces enjeux et ces critères, ben, vous pouvez avoir des résultats qui ont des conséquences sur toutes des filières industrielles. Donc il y a un besoin, donc nous on n'a pas évidemment la solution. Par contre, nous, ce que nous faisons, c'est que nous contribuons à la recherche, nous contribuons à essayer de faire élaborer un langage commun, un référentiel, qui prenne en compte justement toutes les différentes parties prenantes. Un point positif en quelque sorte, c'est que lorsque John Kerry est venu à Paris en mars 2021, il a annoncé que effectivement ce sujet était un enjeu majeur parce que même si c'est des enjeux de souveraineté, les entreprises et les entreprises globales, qu'elles soient françaises, qu'elles soient anglaises, qu'elles soient américaines, elles n'ont pas envie d'être obligées de reporter entre guillemets, ou de se conformer à des référentiels qui sont différents, un pour les États-Unis, un pour l'Europe, parce que du coup, elles seront, comme son entreprise à dimension mondiale, elles seront obligées, elles, d'avoir des reportings totalement différents. Donc c'est un coût astronomique et puis c'est absurde. Donc là, il y a quand même une reconnaissance au niveau, quand John Kerry est passé à Paris, du fait qu'il fallait travailler avec l'Europe à trouver justement un langage commun. Donc ça, c'est un point très, très positif. Et nous, notre rôle dans l'ensemble de ce débat, c'est d'apporter justement notre éclairage et notre contribution à cette réflexion. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on a fait le choix de s'associer avec la chaire Performance Globale Multicapitaux d'Audencien, dont on est un des 3 membres fondateurs avec L'Oréal et Danone, parce que notre objectif, c'était à la fois de soutenir la recherche, de participer à cette réflexion en amont autour de ce que sera la mesure de performance du futur. Alors, c'est évidemment compliqué, parce que c'est pas nous qui allons demain dire tel actif ou tel actif est durable ou pas durable, mais par contre de réfléchir à la manière de le capturer, de le reporter en fait, un peu comme les normes comptables aujourd'hui, il y aura des normes sur l'indicateurs extra-financiers, et on le fait dans une démarche pragmatique avec un enjeu, et ça je crois qu'il faut que tout le monde soit clair, qui est absolument fondamental chaque fois qu'on parle de ce sujet, c'est l'enjeu de la collecte des données. Et ça, c'est majeur, parce que pour pouvoir demain, vous voyez bien que, par exemple, pour pouvoir mesurer
le fait qu'on ne fait pas travailler voilà, des personnes à des niveaux de salaire qui ne sont pas acceptables. Enfin, il y a tout un tas de critères qu'il va falloir mesurer, qu'il va falloir identifier, il va falloir avoir un reporting qui soit de qualité. Et donc, ça va nécessiter des données, mais des données qui sont fiabilisées. Et ça, il y a un travail absolument immense. Et nous, à côté de cet investissement que l'on fait dans cette chaire, on investit aussi dans la technologie et les compétences de demain qui vont être nécessaires pour accompagner nos clients, justement, sur ces enjeux. Et par exemple, aujourd'hui, je parlais en introduction de cet investissement de 12 milliards que l'on fait, des recrutements que l'on veut faire, mais on sait très bien qu'on n'arrivera jamais à recruter toutes les personnes dont on a besoin sur ces enjeux-là. Donc, qu'est-ce que l'on fait? On va former en fait l'ensemble de nos collaborateurs, donc les 300 000 collaborateurs dans Maune, on a déjà commencé en France à les former au travers d'ESG Academy. C'est-à-dire qu'on va, selon le terme consacré, on va upskiller en quelque sorte nos collaborateurs sur ces enjeux pour qu'ils puissent aider nos clients dans cette espèce de transition et dans ces nouveaux reporting qu'il va faire. Et la deuxième chose que l'on fait en France, par exemple, c'est qu'on a développé, par exemple, une application qu'on va mettre à disposition de l'ensemble de nos collaborateurs et qui leur permet, en fait, de mesurer leur impact carbone et d'avoir d'ailleurs des discussions intéressantes avec les clients sur l'impact que l'on a, par exemple, en fonction des déplacements que l'on fait, soit on prend l'avion, le train, la voiture. Et donc, ça nous permet aussi d'infuser en fait cette technologie dans toutes les solutions pour nous accompagner. Donc, voilà un peu, je dirais, la manière dont PwC, au niveau mondial, peut accompagner en apportant notre capital intellectuel et puis bien évidemment en apportant l'ensemble des compétences que l'on a aujourd'hui, que nous sommes en train de former pour demain. Merci beaucoup, Monsieur Moreau. Vous avez été extrêmement complet à la fois sur la dimension géopolitique de ce sujet-là et en faisant directement référence en effet à la première grande visite européenne de John Kerry consacrée à ces sujets climatiques. Je rappelle que John Kerry est l'envoyé spécial du président des États-Unis pour les questions climatiques après avoir été le secrétaire d'État des États-Unis. Et en effet, il a consacré ses premiers déplacements en Europe à ces questions. Rappelez également, et vous avez été éloquent sur l'importance de cette chaire sur la performance globale multicapitaux que nous avons presque en partage, si j'ose dire, puisque Audencia est l'un des partenaires co-organisateurs des rencontres du développement durable de l'Institut Open Diplomacy et que L'Oréal et Danone font partie, comme vous le faites également, des mécènes de cet événement. Donc on n'était pas en famille, mais on avait en tout cas beaucoup de rapprochements intellectuels, dimension géopolitique et intelligence des écosystèmes de réflexion sur ces sujets-là, et en insistant sur la dimension extrêmement concrète de ces éléments de transition sur les données dont on va avoir besoin pour faire très concrètement, et aussi sur toutes les compétences qu'il faut développer. Je crois qu'on a eu de cesse au long de ces rencontres du développement durable d'insister sur le fait qu'on avait besoin d'avoir les moyens de faire cette transition, les moyens financiers qui existent, qui sont nombreux, qui doivent être mobilisés, mais aussi les moyens humains, les moyens intellectuels. C'est clé dans une industrie comme celle du conseil et de l'audit. Merci à vous de l'avoir rappelé. Je crois que la communauté des auditeurs et spectateurs des rencontres du développement durable pourrait sans doute s'y retrouver dans leur carrière future. On arrive au terme de ce grand entretien. Merci beaucoup Patrice Moreau, merci pour votre soutien à PwC, merci à l'amitié de vos équipes qui ont été solides dans la préparation de tout cet exercice, tout du long, puisque, et je le mentionne de façon extrêmement amicale, PwC regorge de matière grise, et on a pu s'appuyer sur cette matière grise aussi pour pouvoir préparer les tables rondes et notre propre mesure d'impact à nous. Et au moment où on se parle, il y a déjà eu plus de 35 millions d'auditeurs qui ont entendu parler des rencontres du développement durable sur Twitter, qui n'est pas le réseau social principal que nous employons, et plus de 6000 personnes différentes qui ont eu jusqu'à hier soir l'occasion de participer directement à l'événement. Et ces quelques mesures, puisqu'on parlait de collecte de données, on a pu travailler à la préparation grâce aux compétences qu'on a partagées avec PwC. Donc merci beaucoup Monsieur Moreau, merci pour cet entretien très riche. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs pour le prochain grand entretien qui commencera à 17h20 avec Jean-Paul Agon, président de L'Oréal. À tout de suite.